Bonjour à tous et bienvenue dans la Debug Room, l'émission du développement web et mobile, présentée par Teddy Valente et Benjamin Hazan. La Debug Room est disponible un lundi sur deux sur debugroom.fr. Bonjour à tous et bienvenue dans la Debug Room. Au sommaire de cette émission, dans la section web, on vous parle de plein de choses comme d'habitude. Dans le dossier, on vous parle de l'API Google Maps. Dans la toolbox, on vous parle de sliders et de charts. Et enfin, dans la zone 404, on vous présente des démos utilisant la balise audio. Mais avant, j'accueille Teddy. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Bah, ça va bien, ouais. Content de te retrouver. Ouais, moi aussi. Bah c'est cool. Alors on enchaîne avec la section veille. Gardez l'œil ouvert, c'est la section veille. Et dans la section veille, tu commences par nous parler du framework React. Raconte-nous ça. Ouais, alors c'est pas React JS que tout le monde connaît, j'imagine. On a déjà entendu parler. Oui, on en avait parlé. Qui est un équivalent d'Umber, d'Angular, etc. C'est bien ça l'idée? Pas vraiment, mais oui, on va dire c'est ça, c'est dans la même catégorie. C'est pas vraiment la même chose. Dans le sens où React, c'est un peu seulement la partie view de MVC. Voilà, pour ceux qui veulent en savoir plus, vous irez voir. Mais là, ce dont je voulais parler, c'est d'une nouveauté, donc qui est pas encore accessible à tout le monde, c'est en plein développement. Ça va être open sourcé, on va appeler ça comme ça bientôt. C'est une partie un peu nouvelle de React qui s'appelle React Native. Et qu'est-ce que ça va permettre de faire? C'est en fait en utilisant un peu la syntaxe de React, on va pouvoir faire du développement mobile. Alors, du coup, tu vas me dire, oui, mais ça, on a déjà des choses qui le font, comme Titanium, PhoneGap, Accelerator. Oui, alors attends, ceux qui convertissent en mobile, ouais, voilà. C'est plutôt Accelerator, par exemple, ou Titanium. Voilà, mais voilà, très souvent, ce genre de choses, bah, c'est pas génial, hein. Ça promet beaucoup de choses, mais c'est pas la folie. Ouais. Et voir carrément, parfois, ça fait juste des WebViews avec ton HTML dedans. Voilà. On sait ce que ça donne. Ça peut être bien dans des cas un peu simples, mais dès qu'on veut vraiment quelque chose qui pète, et ben ça marche plus. Donc qu'est-ce que propose React Native? C'est de développer en JS, comme on fait sur une application web, tout ça. Et sauf que tout ce qui est partie vue, au lieu de générer du HTML, ça va générer des composants natifs de la plateforme. Donc pour l'instant je crois que c'est que iPhone, ou non, c'est peut-être déjà Android aussi, je sais plus. En tout cas c'est sur iPhone, c'est sûr. Ouais. Et voilà, donc ça génère vraiment du natif, une application native. Alors ça générer dans le sens où les composants qu'on voit qui sont affichés pour l'utilisateur, c'est des composants natifs. D'accord. Donc est-ce que la première chose que je me suis demandé moi ça, c'est est-ce que c'est vrai? Donc vous irez voir dans les notes de l'émission. Il y a deux vidéos, donc c'est des vidéos. La première, c'est la vidéo de présentation où il y a un mec de chez Facebook qui présente React avec l'histoire. C'est un point qu'on n'a pas dit, mais c'est développé par Facebook, c'est sponsorisé. Non, c'est développé par Facebook. C'est un projet interne de Facebook. D'accord. Et ils l'ont open sourcé, il n'y a pas super longtemps d'ailleurs. Okay. Bah, donc le mec il en parle, donc c'est en anglais, mais c'est assez sympa. Elle est assez sympa la première vidéo. Et il parle de comment a été créé React et ensuite React Native. Et notamment, il explique une chose, c'est que React Native, il utilise déjà pour une application que certains d'entre vous doivent connaître. C'est l'application qui permet de gérer les groupes. Ah oui. Les groupes Facebook. Mm-hmm. Et ce qu'il explique, c'est que dans cette application, il y a certaines pages, on va appeler ça comme ça, qui sont du natif classique. Et d'autres parties de l'application qui sont faites en React Native. Et apparemment, il y a personne qui est capable de dire quelles sont les parties en natif et les parties en React Native. Donc c'est que ça a l'air quand même de bien fonctionner. Ouais. Et dans la deuxième vidéo, que si vous allez voir, le développeur rentre plus dans le détail de comment ça fonctionne, etc. Donc effectivement, on voit que avec le JavaScript, il appelle des composants natifs. Et il y a un troisième lien qui est un autre développeur qui a rien à voir avec Facebook, mais qui était présent à la conférence de présentation, donc il a pu accéder ensuite, il a eu un accès en fait au repo en exclusivité. D'accord. Tous les développeurs qui étaient présents ce jour-là ont eu accès au repository Git. Ouais. Et donc du coup, il essaye, et grosso modo, ce qu'il dit, c'est que c'est fou. C'est fou? Non, c'est fou. Ah, c'est fou. Dans le sens où, en fait, ils ont l'air de vraiment tenir leurs promesses.
Donc, ça génère vraiment du natif, et surtout, la promesse principale dans ce genre de système, c'est que on développe une fois et ça marche partout, sur le web, sur les mobiles, etc. Yes. Et là, ça a l'air d'être vraiment le cas. Donc, c'est pas vraiment développer une fois pour toutes, parce que comme on veut générer du natif, comme on fait appel à du natif, du coup, effectivement, la partie présentation, c'est-à-dire la partie où on dit telle donnée elle est à tel endroit, etc., elle est différente entre le web et le natif, mais il n'y a que cette partie-là qui change. D'accord. Donc, du coup, ça a l'air d'être assez bien. On verra quand ça sera sorti. Ouais. Mais en tout cas, c'est très prometteur. On a un retour d'expérience, des vidéos officielles de présentation et la doc qui sera disponible dans les notes de l'émission. La doc, là, c'est que pour la partie React.js pour l'instant. Oui, bien sûr. C'est vraiment encore ça reste privé pour l'instant, React Native, mais ils vont le rendre open source. D'accord, c'est pour ça que je trouvais pas la partie React dans les notes qu'on avait là. C'est pour ça que je trouvais pas la partie qui mélange le natif et le... Oui, voilà. D'accord, donc ça, d'accord. Pour moi, la doc, dans la doc, là, on va voir que typiquement, là, ce qu'on voit, c'est, on génère une div class name, la fonction render, et elle return div class name égale markdown editor, h3, une base text area, etc. Ouais, d'accord. Et en React Native, on va écrire exactement la même application, sauf que dans la fonction render, au lieu de return une div class name, on va return div view, etc. D'accord. Ok, top. Voilà. Donc ça a l'air très prometteur. Après, il y a des gens qui aiment pas React. D'accord, donc les retours d'expérience qu'on a, c'est que la promesse a l'air d'être tenue, surtout sur une promesse, c'est pas la première fois qu'on l'entend. Enfin, moi, je sais pas toi, mais moi, cette promesse du développement cross-platform mobile, on l'a tous entendu. Bon, si... on s'est rendu compte que c'était assez limité quand même. Ouais, souvent c'est une promesse qui est un peu galvaudée malheureusement, mais bon. Ok, écoute, on verra ce que ça donne. Dès que ce sera sorti, je pense qu'on fera un dossier. Certainement, on fera un dossier, ça me paraît vachement intéressant. Bien, alors moi je vais vous parler de Node.js. C'est pas souvent parce que... Alors, Node.js a sorti sa version 0.12 en stable le 6 février, bien, bravo à eux, qui offre un gros boost de performance sur la réalisation. Déjà que c'était plutôt performant comme technologie, ça fait partie de ses arguments de promotion, si j'ose dire. Alors, il faut savoir qu'en fait, cette version-là de Node.js tombe vraiment à pic parce que vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques temps, le projet Node.js avait été forké pour un projet qui s'appelle iojs.org, que vous pourrez aller voir, qui est un fork avec une direction plus collégiale. Donc c'est là où Node.js est un projet qui est sponsorisé principalement par Giant et d'autres, et donc du coup qui guide un petit peu les orientations, qui lead un peu les orientations de développement du produit. Et notamment, il y avait la communauté qui se plaignait que Node.js pourrait être beaucoup plus performant si les gens faisaient les efforts qui vont bien. Donc au-delà des ajouts de fonctionnalités que je vais pas vous relater là parce que elles sont nombreuses et ce serait un petit peu ennuyeux pour vous, je vous invite à aller voir dans le lien des notes de l'émission. Ce qui est intéressant, c'est que pour Node.js, c'est un peu la release, pas de la dernière chance, mais on peut voir ça comme ça quand même, parce qu'en gros, si elle convainc pas celle-là, ça va donner beaucoup de crédit à l'autre version, qui est la version forkée, parce que du coup, elle sera... parce qu'en fait, on constate que la réactivité de la version forkée est bien plus grande que celle que Node.js en fait. IOJS a une réactivité qui est beaucoup plus grande que celle de Node.js, et donc du coup, s'ils n'arrivent pas à suivre le rythme, notamment en termes de performance, c'est quand même un point qui est un peu contrariant, parce qu'après en termes de fonctionnalité, les ajouts sont souvent un peu, pour les exploiter, c'est pas tous les jours que tu utilises des trucs, des streams ou des WebSockets un peu particuliers. Enfin, c'est pas forcément tous les jours utilisé comme ça. Donc du coup, avoir un peu ce que donnera cette version-là et les retours de la communauté. Pour ceux qui font du Node.js et qui utilisent le moteur Node.js et pas la version forkée, mettez à jour parce que vous allez avoir une grosse amélioration de performance dans vos applications. Voilà. Est-ce que tu nous parles du W3C ? Ouais, carrément. Et pourquoi ? Parce que j'ai trouvé que ça bougeait beaucoup ces derniers temps. Ouais.
Il y a beaucoup de standards donc, qui commencent à être écrits, ils appellent ça des drafts, des brouillons. Ouais, c'est ça. Donc qui arrivent en brouillon, il y en a d'autres qui sortent en recommandation, en standard. Quoi. D'accord. Et j'ai fait une petite sélection sur les dernières semaines. Déjà, la première qui me paraissait intéressante, c'est qu'ils vont commencer à travailler, W3C et une association de constructeurs automobiles. Alors, je sais plus qui est dedans. Tu parles de l'Automatic Working Group, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, mais voilà, il va y avoir les grands constructeurs dedans, j'imagine. Probablement américains aussi. Mais voilà, en tout cas, ils vont travailler sur créer une plateforme standard basée sur les technologies du web pour les voitures connectées. Ouais. Donc les voitures connectées, à mon avis, dans un premier temps, ça va se limiter à l'écran GPS. Quoi. Oui, ça va au-delà. Hein. On a vu au CES notamment, au CES de Las Vegas, il y avait énormément de voitures connectées, notamment des voitures carrément autonomes. On avait pas mal. Ouais, c'était une grosse tendance. À mon avis, justement, c'est pas ça qu'ils vont travailler à standardiser. Non, c'est plutôt l'interopérabilité qu'ils vont mettre en place. Ouais, voilà, c'est ça. C'est plutôt d'avoir pouvoir connecter, installer des apps sur ton système. C'est clair, à mon avis, c'est ça. Voilà. Pour éviter qu'il y ait je sais pas moi, Renault qui soit IE6 et puis que les autres ils avancent, etc. Pour éviter de se retrouver dans la même situation. Donc voilà, c'est plutôt une bonne initiative, je pense. C'est clair. Hein. Ouais, non, c'est vachement bien, hein, faut être clair. Après, regarde, dans les arts, on a les non, il n'y a pas écrit. On a Jaguar, Land Rover, là, il y a des marques. Ouais, mais c'est les mêmes, en fait, c'est le même groupe, c'est juste qu'ils disent c'est Matt Jones, voilà, qui va travailler dessus, entre autres. Donc voilà, on en saura plus tard. Après, combien de temps ça va prendre, on sait jamais trop avec le W3C. Oui. Après, il y avait d'autres choses qui me paraissaient intéressantes. Voilà, par exemple, il y a un premier draft public, en tout cas, pour tout ce qui est API de screen capture. Donc, on va faire des screenshots en JavaScript, c'est ça? Non, c'est pas vraiment ça. C'est plus de pouvoir faire des streams de vidéos, mais plutôt typiquement entre différents appareils, par exemple. Ah d'accord, c'est ça qu'ils proposent. Ouais, donc ça peut être, du coup c'est assez bas niveau, donc on pourra imaginer beaucoup de choses derrière. On pourra streamer, je sais pas moi, la sortie d'un canvas pour le mettre autre part et le retravailler, ce genre de choses. D'accord. Voilà, je sais pas trop où ça va nous emmener ça. Mais en tout cas, je trouvais ça intéressant. Ouais, moi, les premières choses que je vois, c'est les jeux en mode cloud, tu vois, où ton serveur balance. Je sais pas si c'est fait pour ça, mais. Je sais pas non plus, mais on sent que ça. Enfin, c'est le genre de techno qu'on pourrait utiliser pour ce genre de fonction. Mais en tout cas, c'est plus que juste faire une capture d'écran. Non, oui, d'accord. Tu fais bien de préciser, parce que ça me faisait penser à ça au début. Ensuite, il y en avait une autre, c'était l'API de Audio Output Device. Ouais. Donc là, c'est pour contrôler, donc pareil, à travers l'API dans ton navigateur. Quoi. Ouais. En HTML, ça, comment, je sais pas comment trop le dire en français, mais comment sort le son de l'appareil. D'accord. Donc ça doit être typiquement, c'est contrôler le volume, mettre en pause, ce genre de choses. Ouais. Mais donc comme d'habitude, ça va plus loin que ça. Et, de pouvoir faire des filtres éventuellement. Ouais, voilà, exactement, c'est ça. Et typiquement choisir les sources, du coup c'est pas les sources, mais choisir les sorties, pardon. D'accord, ouais. Et tout ça après ça sera connecté avec la Web Audio API, bien sûr. Ouais. Voilà. Donc ceux qui veulent en savoir plus, vous irez voir. La Web Audio API qui est l'API qui permet de contrôler la balise audio, hein, c'est celle-là. Ouais, c'est ça. Ensuite il y a la Vibration API dont on avait parlé il y a un petit moment, où on disait que du coup c'était un peu dangereux parce qu'on pouvait faire croire dans une page web qu'il y a quelqu'un qui appelait au téléphone avec la sonnerie, le vibreur, etc. On peut y aller. Donc là, elle est sortie en recommandation, donc c'est bon, c'est fini. C'est ça. C'est ça que ça veut dire. En même temps, elle est plus légère en termes de. Oui, là, il y a pas grand chose à mettre dedans. Elle est facile par rapport. Oui, voilà, il faut que ça vive. Il faut que ça vive pendant le temps, l'intensité, des choses comme ça. C'est pas dingue. Mais c'est cool. Et j'en ai choisi une dernière. Oui. Si tu vas sur la Server Sense, donc pareil, elle a rien de nouveau, mais c'est juste qu'elle est sortie de sa période de brouillon. Et elle est passée en recommandation. Voilà, donc il y en a beaucoup d'autres. Vraiment, il y en a pas mal d'autres. Ouais. Après, c'est beaucoup des choses qui sont plus bas niveau, qui vont être utilisées dans d'autres contextes.
D'accord. Typiquement, il y avait la audio output device qui est un peu un sous-ensemble de la web audio API, exactement. Donc il y a beaucoup de choses qui sont sorties, donc soit beaucoup en recommandation et beaucoup en draft aussi. Yes. Donc voilà, c'est juste que je voulais juste pointer du doigt que W3C ça bougeait un peu, ouais. Et que c'est pas parce qu'ils ont terminé la HTML5 API qui s'arrête là. Voilà, qui s'arrête là. Ouais, c'est cool. Il y a beaucoup de choses qui arrivent encore. C'est top. Non, c'est vraiment, c'est vraiment cool. Mais je constate qu'il y a, dans la sélection qui est faite là, il y a pas, à part les bagnoles, il n'y a pas beaucoup de choses liées aux objets connectés encore. Bon, alors ce serait un univers dont on pourrait espérer que les technos sont un peu standardisés. Mais bon, pourquoi pas, ça viendra peut-être. En tout cas, tu fais bien de nous dire que le W3C continue son travail de standardisation. Et sur des secteurs qui sont quand même importants, tu vois, l'audio, la vidéo et les bagnoles, c'est quand même des gros secteurs sur lesquels on sera amené à intervenir. Après, pour les objets connectés, je pense que ça viendra, mais ça viendra plus un peu comme avait fait Google avec Speedy. Ouais. Et du coup, il est en train de devenir quasiment un copier-coller pour HTTP2. J'ai vu. Et d'ailleurs, oui, Chrome, dans la prochaine version, je sais pas si c'est celle de maintenant, non, ça doit être la prochaine, je pense, même. Qui va abandonner Speedy pour implémenter HTTP2. Je trouve que c'était un peu facile pour eux. C'était la même chose, c'est clair. Bon, allez, parle-nous d'HTML5 Boilerplate. Ouais, très rapidement, HTML5 Boilerplate, qui est sorti, je pense que tout le monde connaît. C'est un... Je ne sais même pas comment l'expliquer. Pour moi, c'est un template de page HTML, en HTML5. C'est un kit de démarrage pour moi. Avec énormément de bonnes pratiques et qui sont toutes... j'ai trouvé bien expliqué dans le. Ouais, ça c'est vraiment cool. Dans la doc, donc pour les débutants, allez voir pourquoi ils ont mis telle chose à tel endroit et pourquoi ils ont construit ce fichier dans cet endroit-là. C'est vraiment tout expliqué avec à chaque fois la doc et des liens pour comprendre pourquoi. Et voilà, donc je voulais en parler parce que là ils ont sorti la V5. Donc bon, après, vu la tête du projet, quand on passe d'une version à l'autre, c'est pas une révolution. Non. De toute façon, c'est un template de base HTML. Donc là, le seul truc qui est intéressant, c'est qu'ils ont abandonné le support de IE6, IE7. Ouais. Et ils ont abandonné aussi les commentaires conditionnels pour IE6, IE7. Ah. Alors, au tout début il y en a plus du tout, même pour IE8. Sachant que dans IE10, en plus, il y aura pas ce genre de commentaires conditionnels. Ah, pour IE6, IE7, pour IE8, ils l'ont gardé, ils ont pas de choix, mais... Oui, non, en fait, ce qu'ils ont gardé, c'est juste le texte qui dit tu utilises un truc qui est trop vieux, donc c'est casse-toi. Voilà, là où ils l'ont viré, c'est pour le faire fonctionner. Non, c'est les feuilles de style, en fait. Oui, feuilles de style particulières, spécifiques à ces navigateurs. D'accord, ouais. Ces choses-là, ils ont viré. Ok, ça marche. Ouais. Donc, de toute façon, c'est pas un truc qu'on met à jour, généralement. Non. C'est juste, on prend une base, on prend une dernière qui est sortie au moment où on démarre son projet. Ouais, et on part là-dessus. Ouais. Donc, à part ça, ils ont mis à jour toutes les librairies qu'ils utilisent. Et il n'y a pas grand-chose d'autre à dire dessus. Ok, bon, ça c'est top. Si, ils ont refait la page 404. Ah oui, c'est vrai. C'est important, ouais. C'est clair. Allez, c'est toi qui continue et qui nous parle d'Expert ES6. Qu'est-ce que c'est que ça? ES6, c'est ECMAScript 6. Je voulais te laisser le dire. En fait, je vais le dire à 2 secondes. C'est ça. Rapidement, ça c'est un lien que vous pourrez aller voir si vous n'avez pas pris le temps encore de regarder comment fonctionne JavaScript 6. Ouais. Là, c'est un tutoriel où on vous explique toutes les nouvelles fonctions, comment elles fonctionnent, etc. Et à la fin de chaque page, il y a un petit bloc où on peut écrire son texte et en fait c'est un exercice. Et du coup, on peut tester et apprendre JavaScript 6 directement sur ces pages-là. Donc il est assez long à faire quand même l'ensemble du cours. D'accord, il y a 12 exercices et en fait, ils sont tous structurés comme ça. C'est-à-dire qu'au début, tu as un cours en mode voilà comment définir une fonction en ECMAScript 6. Et après, tu as un exercice en mode ceci est en ECMAScript 5, passe-le. Enfin, là, en tout cas, c'est ce qu'ils demandent, de passer en ECMAScript 6. Ouais. Enfin, là, c'est la proposition qu'ils nous font. Mais... Pour le premier exercice, c'est ça. D'accord, c'est donc là, ce qui est bien, c'est qu'on n'a rien besoin d'installer, on n'a pas besoin de chercher un navigateur qui a ECMAScript 6, on n'a pas besoin de mettre un polyfill, on n'a pas besoin d'aller sur tel endroit, et du coup, dans ce texte RH, je mets du ECMAScript 6,
Mais qu'est-ce que j'ai écrit, je sais pas. Là, on a vraiment un exercice qui nous guide avec le cours qui est juste au-dessus. Donc, pour ceux qui veulent... Ah, t'as réussi. Yes. Donc, pour ceux qui veulent l'essayer facilement, eh ben, c'est juste parfait. D'accord. Bon, bah, c'est cool. Ouais, mais là, c'est pas une fonction. Oui. C'est la définition d'une fonction qui fait le carré d'un nombre. Ouais, bah après, faut prendre l'habitude, hein, c'est normal. Ouais, c'est clair. C'est tout nouveau, quand même. T'as raison. Faut pas rester sur nos vieilles habitudes tranquillement. Bon, là, il faut que tu m'expliques. C'est encore à moi? Oui, je suis désolé, c'est encore à toi. Moi, je vais te conclure, mais là, t'en as encore 2 à faire. Ok. Et là, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Encore un framework JS, t'en as pas marre? Bah, moi, j'en ai pas spécialement. Moi, non. Jusqu'à la mort, les frameworks JS. Au contraire, c'est bien, mais c'est vrai que ça fait beaucoup et du coup, on sait plus trop quoi choisir. Grave. Ouais, donc effectivement, c'est un nouveau framework JS, donc là... Qui porte un joli nom d'Aurélia. Aurélia, ouais, c'est sympa plutôt que... Plutôt que React.js ou Ember. Angular. C'est ça. Non, Aurélia, c'est effectivement, c'est un nouveau framework JS qui est un peu différent des autres, notamment de Angular, parce que Angular, tu as beaucoup d'accolades à mettre dans tes templates HTML. Un peu lourd le templating Angular, c'est clair. Là, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus léger. C'est directement avec ECMAScript 6. Donc, ils intègrent directement les polyfills, hein, donc il n'y a pas à s'en occuper, mais on peut tout de suite développer en ECMAScript 6. D'accord, donc tu veux dire qu'on peut directement utiliser les cours qu'on a fait dans la news précédente pour coder en Aurélia. Punaise, c'est connecté, c'est fou. C'est ça. Voilà, comme d'habitude, hein, là comme c'est un nouveau framework, on va pas rentrer dans le détail. Yes. Ça a l'air d'être assez bien fichu. J'ai lu pas mal de retours ou de personnes qui utilisent d'autres frameworks qui disent voilà, j'utilise celui-là maintenant. D'accord. En tout cas, ils aimeraient, parce que généralement ils sont pas tout seuls, c'est une équipe qui est derrière. Ouais, bien sûr. Ceux qui ont essayé, ils ont envie de l'utiliser. Il faut savoir que la boîte qui a sorti ça, c'est notamment le lead dev dessus. C'est un mec qui était qui était lead dev chez Angular juste avant. D'accord. Et il s'est barré parce que ça lui plaisait plus et que c'était devenu un peu trop lourd. Voilà. Aussi, pour ceux qui travaillent en Angular aujourd'hui, donc on sait que la version 2 qui va sortir, on sait pas quand encore, sera plus avec Cube compatible. Oui. Et du coup, ce sera peut-être l'occasion de passer sur un truc un peu plus léger qui a l'air d'être mieux fichu. Et voilà, donc la doc est super bien faite. Et en plus, elle est jolie, tu vois, c'est assez rare. Ouais, non, ça c'est clair. Elle donne envie en tout cas. Ouais. Et voilà, donc il y a une entreprise derrière. C'est du bootstrap ça, hein. Enfin, c'est du modèle bootstrap en termes de rendu là. Enfin, ce genre de rendu là, non? J'ai l'impression de reconnaître ça. Peut-être impossible. Voilà, donc il y a une entreprise derrière. Donc, du Randall, ouais, voilà, donc c'est une boîte qui travaille énormément avec les frameworks JS déjà. Donc voilà, ils savent de quoi ils parlent. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie équipe surtout derrière, c'est pas un truc qu'un mec a fait dans son coin. Oui. Et c'est un framework front et back, hein, donc à la mode Angular, ça qui te gère aussi bien. Non, enfin moi j'ai vu du routing et tout ça, donc je me suis dit que non, mais c'est du routing côté front. C'est du routing front uniquement? Ouais, comme Angular. C'est vraiment. D'accord. C'est un peu les mêmes idées qu'Angular, mais en plus light, en plus léger, et en plus sympa. C'est un client framework. Hein, c'est complètement un framework que j'ai. Il n'y a pas eu tout de back. Voilà, quoi dire de plus, assez à tester. C'est pas encore. Eux ils disent que c'est pas encore utilisable en prod, mais ils disent qu'ils ont déjà des clients qui l'utilisent en prod. C'est un peu bizarre comme discours. Vous le faites pas, mais nous on le fait. Ceux qui choisissent, ceux qui sont encore en train de choisir un framework sur lequel travailler, c'est une nouvelle possibilité. Je suis désolé. Ça va pas vous aider à faire votre choix. Non, mais on peut peut-être dire que celui-là, pas tout de suite. Vu que même les éditeurs ne le recommandent pas en prod. Ouais, mais de toute façon, à garder sur le radar, mais pas plus. De toute façon, si t'es au stade de choisir un framework JS, c'est que déjà t'as pas commencé vraiment le dev, et que surtout quand tu mets un framework JS, c'est que c'est un dev qui est assez lourd, que tu vas pas foutre un truc comme ça sur un site vitrine à la con, tu vois. Non, tu vas pas faire ça. Le temps que tu développes et que ton produit soit prêt à sortir, Aurélia sera probablement prêt pour la prod. Ouais, peut-être. Voilà, pour dire le plus, c'est de l'open source, hein, bien sûr. Oui. Et voilà, on vous tiendra au courant. Enfin, moi, je vais le suivre. Et voilà.
Bonne chance à ceux qui sont en train de faire un choix. Dans les notes de l'émission, si vous avez besoin d'aide pour faire un choix, on vous propose un article qui compare Aurelia et AngularJS, qui est bon, donc si ça vous intéresse de le lire, évidemment, vous vous y attendiez, c'est en anglais. Ça vous permettra de voir un petit peu quels sont les points principaux de différence, les avantages de l'un et de l'autre. On ne vous lira pas la conclusion pour ne pas vous spoiler. Allez, tu finis avec Google Now, et c'est pas souvent. Ouais, Google Now, donc moi j'avais vu là au début, c'est pour ça que c'est de ça dont je voulais parler, c'est que les cartes dans Google Now, ils les ont, Google les a ouverts aux applications tierces, certaines en tout cas. Il y avait Airbnb, j'ai regardé, il y en avait pas mal, il y en avait vraiment beaucoup. Et du coup, moi je voulais regarder un peu la doc et je suis tombé sur un autre. Là, je raconte un peu ma vie. Je suis tombé sur une autre doc qui m'intéressait encore plus. C'est pour ceux qui n'ont pas Android, il faut expliquer un petit peu. Oui. Quand on a Google Now et un compte Gmail, quand on reçoit, typiquement, c'est un mail de confirmation. Sur iOS, hein, dans l'appli Google Search. Ouais, mais sur iOS, il faut ouvrir l'application. Oui, c'est vrai. Enfin, bref. Typiquement, quand on reçoit un mail de confirmation de réservation d'un spectacle ou d'un billet d'avion, on va prendre le billet d'avion. On reçoit un mail sur son Gmail. Yes. Et Google Now, il est capable de l'afficher dans une carte avec juste les informations, à quelle heure l'avion part, dans combien de temps on doit partir, avec et puis avec un lien pour lancer les GPS pour aller à l'aéroport. Ouais, ça, et puis qui nous prévient au moment où il faut partir pour arriver à l'heure. Exactement. Comment ça marche? Comme beaucoup, je pensais que c'était Google plutôt Gmail qui connaissait, qui disait tiens, c'est tel expéditeur, c'est un mail qui est nommé de telle façon. Donc c'est un mail de confirmation de réservation. Donc le mec il a acheté un billet d'avion, donc ce serait pas mal de lui mettre une Google Card. J'étais convaincu que ça marchait comme ça. Et on pensait qu'il parsait le mail et il savait repérer généralement l'heure de départ est à tel endroit, etc. En fait, ça marche pas du tout comme ça. En fait, non. Il y a une doc, vous trouverez le lien dans les notes de l'émission, qui explique comment ça marche. C'est que les boîtes qui envoient le mail en fait, de confirmation de réservation, il inclut dans le corps de ce mail un bout de JSON qui va respecter les syntaxes particulières, les syntaxes, surtout les noms de, je sais pas comment on appelle ça, les clés, on va dire les clés de ce HJSON qui sont dans schema.org. Oui. Voilà, donc c'est comme ça que ça marche. Il y a pas, c'est beaucoup moins magique que ce qu'on pensait. C'est dingue. Du coup, c'est juste que, et alors, ce qui est encore plus fou, moi, ce que j'ai trouvé qui est encore plus épatant, c'est que du coup, c'est ouvert. C'est-à-dire que, en fait, vous avez une référence qui vous donne toutes les actions, tous les événements, toutes les cartes que vous pouvez créer vous-même dans votre propre application. Et évidemment, il faut formater le JSON comme il faut dans votre mail. Mais c'est pas complètement ouvert. On peut pas mettre n'importe quel type. Non, alors voilà, il y a que certains types de cartes qu'on peut mettre en place. Typiquement, c'est des événements parce que la seule chose qu'on peut faire apparemment, et en tout cas pour l'instant, c'est les événements et la carte s'affiche au moment où soit le jour même, soit au moment où il faut partir pour arriver là. Ça dépend de quel type d'événement. Ouais, je sais pas, là il y a l'air pas mal de trucs. Partie personne. Pour donner toutes les informations. Après, je sais pas ce que ça génère comme carte en fait. C'est ça le truc. Ouais, mais tout ça, c'est que des choses que tu rajoutes à ton élément de base. Quoi. Ah, peut-être. Et donc, du coup, pour faire une carte dans Google Now, il suffit juste de balancer la JSON dans votre mail. C'est ça. Moi, je trouve ça, bien cool d'avoir identifié cette doc-là pour pouvoir regarder ça d'un peu plus près. Allez-y, je pense que ça pour le coup, c'est assez simple à mettre en place. C'est ça qui est fou. Quoi. Parce que les informations qu'on affiche dans ce JSON, c'est celles qu'on met de toute façon dans le mail autre part. Oui, en donc plus. Les variables, tu les as déjà, et c'est juste que dans ton template, tu prévois un JSON que tu ajoutes, et c'est pas beaucoup plus lourd. Non, c'est clair. Donc ça vaut le coup de le proposer à vos chefs de projet, à vos product owners. Vos clients. Mais ouais. C'est clair. Donc évidemment, vous avez la doc dans les notes de l'émission avec des exemples et tutoriels et tout ce qui va bien. Ça conclura
Non, ça ne conclut pas la section veille, désolé. J'ai encore un petit élément à vous parler. Amis développeurs Raise, vous n'étiez pas pourvu d'une gemme qui vous permettait d'utiliser l'API version 3 de YouTube. Pour le moment, les seules gemmes qui étaient vraiment disponibles et robustes et fortement et vraiment exploitables étaient utiliser l'API V2, ce qui n'est pas un problème, mais ça va le devenir puisque je vous rappelle que l'API V2 sera coupée le 20 avril. Donc, pour cela, il y a un développeur qui vous propose du coup une nouvelle version de la gemme YouTube qui utilise cette fois-ci les API V3. Bon, ça devient urgent de basculer, le 20 avril approche. Ça conclura la section de veille et on enchaîne avec le dossier. Assez rigolé, c'est le dossier. Et dans le dossier, Teddy vous parle de la manière dont on peut skinner des Google Maps. Teddy, on t'écoute. Et oui, c'est possible de le faire. C'est ça. On n'est pas obligé de garder les couleurs moches qu'ils nous proposent par défaut. Ouais, bon, elles sont pas spécialement moches, mais par contre, ça peut ne pas rentrer dans le design général d'un site sur lequel on est en train de bosser. Et donc, effectivement, c'est possible de t'aimer la Google Maps. Alors, t'aimer, en plus, pour le coup, là, c'est vraiment t'aimer entièrement. On peut absolument tout faire. Si on n'a pas envie d'avoir le nom des rues, on peut les supprimer, on peut les rendre transparentes, on peut les mettre en gras, on peut faire ça sur absolument tous les éléments. Je trouve ça même ultra impressionnant comment ils ont fait à quel point c'est précis. Ouais, c'est absolument complètement t'aimable. Aucun souci là-dessus. Ouais. Donc n'hésitez pas à en parler. Typiquement, moi, pourquoi j'ai trouvé ça un jour, c'est parce que j'en avais marre que le graphiste, ils me disent, bah non, la Google Maps, ça rentre pas dans la charte graphique du site. Et du coup, ils prennent une image, ils mettent les couleurs qu'ils veulent, et puis ils te foutent une image comme à la place de la Google Maps. À la place de la Google Maps. Donc, c'est quand peu dommage. Je pense qu'on est bien d'accord. On est d'accord. Et du coup, j'ai trouvé qu'on pouvait faire ça. Donc la doc, pour le coup, elle est complète. Elle existe, mais elle est touffue, puisque les possibilités sont grandes. Voilà, et en plus, ça te fait un JSON à la fin qui est énorme. C'est clair. Donc le mieux, puis en plus, c'est à toi en tant que développeur de copier de coller les bonnes adresses, récupérer les couleurs sur le PSD et de les mettre au bon endroit dans le truc, ça va te prendre des ponts, ça va te faire chier, etc. Donc pour améliorer ça, pour faire mieux, il y a Google qui a fait ce qu'ils appellent un Style Map Wizard, où ceux qui ont la vidéo, vous voyez ce que c'est, on a Google Maps en fond et on a un petit bloc où on peut choisir tous les éléments et on peut les thémer absolument comme on veut. Et à la fin, exporter le JSON et le coller dans son appel à l'API Google Maps, dans son HTML, et ça marche. Donc ça c'est bien, mais putain que c'est relou à utiliser. Alors c'est il n'y a pas d'autre mot. Parce que c'est super mal fichu, quoi. C'est un truc qu'ils ont dû faire il y a longtemps et ils ont jamais retouché derrière. C'est vrai, enfin, moi je l'ai utilisé 2-3 fois et au bout d'un moment tu fais le minimum et puis tu t'arrêtes parce que c'est vraiment impossible à utiliser. Mais c'est là que vous allez vous rendre compte que c'est bien d'écouter la debug. C'est qu'il y a d'autres sites qui proposent des wizards. Comment on dirait ça en français? Des assistants. Des assistants, ouais, c'est bien. Des assistants pour créer ces thèmes de Google Maps. Donc là, ceux qui sont en vidéo, ils le voient, mais sinon vous irez voir. Sinon vous avez les liens dans les notes de l'émission. Ouais. Le premier c'est MapStealer et le deuxième c'est Snazzy Maps. Donc deux choses, ces deux sites ils proposent d'un côté des thèmes qui sont déjà tout prêts. Donc comme ça peut permettre de montrer à son graphiste ou à son client, bah tiens, regarde ce qu'on peut faire avec la Google Maps, donc arrête de foutre des images et des captures d'écran. Et donc il y a les thèmes de base, donc souvent ils sont pas géniaux, de toute façon ça correspond jamais exactement à ce qu'on a besoin, mais ils ont aussi chacun leur assistant de création de thème qui est beaucoup plus simple à utiliser que celui qui a été fait par Google. Donc à chaque fois c'est pareil, hein, ça reste quand même assez touffu, c'est-à-dire que typiquement là sur l'écran qu'on voit, on peut thèmer tous les ce qu'ils appellent landscape, donc c'est ce qui est un peu naturel, quoi, c'est les terrains. C'est ça, ouais. Et et après du coup on peut thèmer les landscapes qui sont faits par les êtres humains, les landscapes qui sont naturels. Après dans les landscapes on va avoir probablement la mer, la terre, les montagnes, tout ça.
Voilà, c'est juste énorme tout ce qu'il y a à faire. Ouais, c'est quand même hyper précis. Ouais, et du coup, autant utiliser MapSealer. Alors moi, ce que je conseillerais aux développeurs, hein, s'ils veulent pas s'emmerder à le faire eux-mêmes, c'est qu'ils disent, ils envoient ce lien-là à leur graphiste, c'est lui qui s'en occupe. Il s'éclate et il t'envoie, et il vous renvoie JSON. Ok, c'est bon, j'ai fini, du coup, tu cliques sur Get JSON et puis tu copies. Alors, en plus, sur MapSealer, on peut sauvegarder ces maps, donc c'est facile, quoi. Ouais. C'est clair. Du coup, c'est facile, contrairement à l'assistant de Google qui a été créé par Google, mais ça reste quand même super long à faire. Ouais, c'est super long parce qu'en fait, c'est super fin, en fait. On peut changer le look des noms des pays, des noms des provinces, des noms des villes, des noms des quartiers. C'est surtout que t'es un peu obligé de t'aimer chaque élément, quoi. Tu peux pas dire, tiens, je vais juste mettre tel élément en noir parce que du coup, il correspond le reste des couleurs ne correspond plus à rien. Effectivement. Donc, une fois que t'as modifié une couleur, si tu la changes un peu du tout au tout, t'es obligé de changer toutes les autres derrière, quoi. Alors, généralement, quand on en change quelques-unes et toutes les autres informations, on les vire, en fait. C'est clair. C'est plus rapide à faire. Mais tu vois, typiquement, tu changes toute la map et puis après, tu te rends compte que, mais du coup, on voit les délimitations des frontières entre chaque pays qui n'est pas de la bonne couleur. Tu vois, il y a énormément de trucs, tous les types de routes, tous les noms, tous les textes qui correspondent à un nom de ville, à un nom de lieu-dit, à un nom de pays, à un nom de région, à un nom de quartier, à un nom historique, à un nom, tu vois, tout ça, il y en a énormément, quoi. C'est clair. Voilà, c'est vraiment super chiant à faire. Donc, si un jour vous devez faire ça, au moins utiliser ça et au mieux. Mais si on veut le voir petitement, c'est super puissant aussi. Ah oui, c'est clair, ouais. Mais c'est quand même super chiant. Mais balancez ça à votre graphiste. Hein. Voilà, faites pas ça vous-même. Exactement. Vous allez mourir. Voilà, donc ça, c'était un petit truc que moi j'avais découvert. Ce que je comprends, c'est que MapStealer, c'est plus facile à utiliser que Google Maps ou Stylet Wizard. Oui, ça n'a rien à voir. D'accord. Donc MapStealer ou l'autre, l'autre c'est Snazzy Maps, mais ils font tous les deux la même chose, c'est juste une présentation un peu différente. Ouais, si tu cliques sur Create. Ah oui, d'accord. Avec la default, et du coup il y a des thèmes un peu de base qui te proposent. Ouais, c'est ça, en fait c'est une couleur de base et après tu peux quand même aller modifier chaque. Ah oui, et il te propose en fait des maps déjà pré-stylées que tu peux après personnaliser. Ouais. C'est cool ça. Exactement. On devait expliquer. Ça on fait souvent ça. Ça permet de faire une démo. Oui, avoir les niveau de grille. Là, les carrés en noir et blanc, c'est genre le truc qu'on demande souvent. C'est dommage de foutre juste une capture d'écran comme tu vois dans. Mais c'est clair. Après, j'avais vu aussi sur je sais plus sur quel site, on s'en fout de toute façon, mais ils avaient foutu pour montrer l'emplacement du bureau ou de l'endroit non par les sites. Ouais. Ils avaient foutu Google Maps dans un mock-up d'iPhone, un truc dans le genre. Ouais. Et du coup, en gardant la perspective, ils avaient foutu une vraie Google Maps dedans aussi. D'accord. Ça, c'est des effets sympas qu'on peut faire. Et après, de toute façon, d'une manière plus générale, il faut aller voir tout ce qui est possible de faire avec Google Maps, parce qu'on peut faire énormément de choses. Ouais. On peut intégrer sur son site des choses qui sont très rapides, typiquement un outil pour trouver son chemin, pour faire un itinéraire. Carrément. C'est assez simple à mettre en place. Faut rajouter un champ texte, pour dire d'où on part pour arriver à l'endroit où on veut qu'il y ait son itinéraire. Et après, on a juste un appel à faire et puis afficher les informations qui nous sont envoyées en réponse. Ça, c'est le genre de choses qui sont super simples à faire. Carrément. Et après, il y a énormément de choses qu'on peut faire. On peut passer la gestion des événements, on peut dessiner sur la map avec des zones. Absolument. C'est vraiment fou. Mais ça fera peut-être l'objet d'un. Enfin, je sais pas, t'as déjà utilisé d'autres choses dans Google Maps? Alors moi, j'ai fait pas mal de sites en mode annuaire. Donc, tu vois, t'as une liste, je sais pas, d'établissements bancaires ou d'établissements scolaires ou peu importe. Et du coup, pour aider les gens à trouver ceux qui sont les plus proches de chez eux, etc. Ça, c'est un truc que j'ai fait il y a pas longtemps, qui était les mecs saisissaient leurs établissements scolaires, et donc je posais tout ça sur une map,
Et quand le gars saisissait son adresse, je lui affichais, donc déjà tu zoomes la map autour de là où il est pour lui montrer les établissements qui sont à côté de chez lui. Et du coup, après, en recalculant la distance entre chacune des... entre le point de là où la personne habitait et chacun des Google Maps, des points des établissements scolaires, j'affichais une liste avec les établissements qui étaient le plus proches de chez lui. D'accord. En faisant avec juste des coordonnées, avec une forme de calcul. C'est le genre de truc qui est super simple à faire. Carrément, c'est hyper simple parce que comme Google Maps te donne les coordonnées avec l'API qui s'appelle Geocoding, il te convertit une adresse tapée, je sais pas moi, 1 rue des Champs-Élysées à Paris, tu fais géocode-moi ça, pouf, et il t'envoie les coordonnées qui vont avec, et du coup les coordonnées GPS, et du coup grâce à ça, tu peux tout à fait calculer des distances entre deux coordonnées GPS différentes. Et de toute façon, tu peux le faire avec l'API, calculer les distances. Yes, absolument. Alors le problème c'est que l'API en fait, il te calcule des distances en trajet. Tu vois, en suivant les routes, alors que si ça peut être... après, c'est ce que tu cherches très bien, mais si tu veux juste les distances en vol d'oiseau... Ouais, mais ça peut suffire aussi en vol d'oiseau des fois. Ouais. Et du coup, je pense qu'il doit pouvoir le faire aussi. Peut-être, ouais. Ça, c'est le truc que j'ai pas. C'est tellement simple à coder que je me suis pas cassé la tête. Mais et du coup, un autre truc que j'utilisais pas mal, c'est genre quand t'as une concentration de points qui est trop forte en un endroit. Ouais, ça. T'as une fonctionnalité qui s'appelle le clustering. Vous regarderez, qui en fait va vous dire là, il y a trop, je sais pas, il y a 200 points quasiment au même endroit. Donc il vous vire tous les marqueurs. Il vous remplace par un énorme marqueur avec marqué dessus. Là, il y a 203 points. Et quand vous zoomez, le gros marqueur disparaît et fait place à une multitude de petits marqueurs un peu plus précis qui va encore regrouper. Et ça permet de pas avoir justement déjà ça réduit les problématiques de performance parce que souvent quand on a beaucoup trop de points, on n'y arrive plus. Enfin, le navigateur c'est la panique, c'est pas exploitable pour l'utilisateur. Donc ça permet d'avoir de vue d'ensemble de où sont localisés les points de concentration, et quand on zoome, on voit de manière de plus en plus précise où sont effectivement les choses. Ça, c'est vraiment pas mal et c'est ultra simple à faire. Et ça, mine de rien, au début, c'était pas présent dans l'API. Non. Et du coup, fallait coder toi-même. Fallait coder pas le truc le plus simple. Non, c'était un peu dur à faire. Mais et là, franchement, à faire, c'est un JSON à poser avec c'est presque automatique. Carrément. Ouais, en fait, il faut juste que tu paramètres les différents niveaux de granularité. C'est-à-dire, si tu veux grouper par unité de 100 points concentrés, une unité de 200, 300, et puis tu fous ton PNG d'icône que tu veux mettre pour remplacer les 100 points pour mettre... Alors généralement on met une espèce de cercle avec marqué dedans un cercle rouge quand il y en a 300, un cercle bleu quand il y en a 200, un cercle vert quand il y en a 100, pour montrer un peu le fait que c'est de plus en plus concentré. Sachant qu'en plus on peut choisir l'icône qu'on veut. Absolument, l'icône on l'a choisi. Comme pour le marqueur. Il y a les marqueurs que tout le monde connaît maintenant. Oui, le petit point rouge là. Le petit point rouge, mais on peut mettre le marqueur qu'on veut. On peut mettre ce qu'on veut. Sur la map, c'est juste une PNG à poser. On peut faire des clusters par type de marqueur. Exactement. C'est ultra puissant. Et un autre truc aussi qui est sympa, c'est que maintenant on peut faire je sais pas, souvent on voit pour les centres commerciaux, les Ikea. Là, on peut voir Google Maps dans l'intérieur des bâtiments, les chemins que tu fais, les rayons, tout ça. Et tu peux aussi avoir Street View dedans. Et donc, tu vois, pour Ikea, tout ça, c'est sûrement Google qui est venu le faire, mais tu peux le faire toi-même aussi maintenant. Oui. Tu peux faire tout Street View dans ta boutique, dans ton magasin, Absolument. Dans ton bureau. Toi-même, et du coup, ça marche vraiment pareil. Ouais. Donc, alors, c'est un poil chaud quand même, parce qu'il faut faire les photos 360. Oui, c'est pas ça, du coup, c'est un poil. Alors, j'imagine que peut-être qu'avec du photosphère, il doit y avoir moyen qu'il y a un truc de Google de base qui permet peut-être que ça doit s'intégrer. Moi, ça, je l'avais fait une fois pour un de mes clients. Ça se fait, faut pas croire que ça se fait en 10 minutes, mais voilà, ça se fait en s'entraînant un petit peu. En plus, les outils de Google, ils sont vachement bien faits, ça arrive bien à recoller les. Carrément, ça c'était très bien. Et puis, du coup, après, tu peux filer toutes ces photos-là à ton graphiste pour qu'il mette je sais pas, genre qui fout des tags sur les murs. Enfin, tu vois, il peut après mettre des panneaux, mettre plein de trucs pour essayer d'enrichir la chose. Et tu peux créer du coup des chemins complètement personnalisés sur un univers qui n'existe pas. Genre, si tu pousses le jeu, tu peux recréer un double en Street View. Enfin. Ouais, et après, tu peux ressortir dans la vue. Et là, tu arrives dans la vue Street View de la rue ou dans laquelle tu es ou autre chose. Donc ça c'est vrai que c'est des choses qu'on peut faire. Alors, le plus gros du travail ce sera d'aller faire les photos et parce que ça c'est plus simple. Et quand tu les as après c'est vraiment ultra simple comme souvent avec
avec Google de toute façon. C'est clair. C'est vrai que moi j'avais vu que c'était simple, mais que je trouve que souvent, tu vois, par exemple, on a un bon exemple avec comment on peut styler des Google Maps. En fait, tu peux quand même vraiment rentrer dans les détails et souvent ça rend la chose un peu plus complexe que ce qu'elle ne pourrait être en réalité, parce que 9 fois sur 10, tu vois, tu veux juste changer les couleurs des pays et les noms. Enfin, tu vois, tu vas pas forcément toujours autant dans le niveau de détail qui t'est proposé. Ouais. Ce sera tout pour le dossier. Et on enchaîne avec la toolbox. Et maintenant, ouvrons la toolbox. Et dans la toolbox, Teddy nous montre comment t'aimer des sliders. Teddy, on t'écoute. Ouais, c'est un CodePen, une collection de CodePen. Je savais même pas que ça existait. Mais c'est un truc que je vais regarder, parce que ça a l'air pas mal, ça. Enfin voilà, c'est une liste, c'est une collection d'exemples de thèmes de l'élément slider qu'on a en HTML5. Et en fait, coup de taille prend. Ouais, voilà, ça. Et en fait, le truc qu'on voit, c'est, bon, effectivement, il y a des thèmes qui sont jolis, etc. Mais c'est surtout qu'on voit que ça peut servir à plein de choses. Ça peut servir à pas seulement faire un slider, mais aussi ça peut servir à faire une barre de son, ça peut servir à faire des échelles tu vois, typiquement des échelles de Richter, des trucs comme ça, on pourrait s'en servir pour ça. D'accord. Et on voit que si on peut le t'aimer vraiment à fond, quoi. C'est clair. Là, on a pas mal de petits exemples qui sont plutôt, qui sont chouettes, hein. Tu vois, tu peux faire des trucs un peu rétro, tu peux faire des trucs ultra minimalistes, tu peux faire des choses. C'est cool comme source d'inspiration pour essayer d'après de pouvoir le repersonnaliser pour ton utilisation à toi, le remettre au goût du jour. Encore une fois, c'est le joueur de choses qui est intéressant à balancer à tes graphistes pour dire tiens, vas-y, inspire-toi de cela, choisis-en un et au moins je sais que ça fonctionnera bien. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que comme c'est du CodePen, c'est qu'on peut cliquer sur un et directement voir le code, comment il est écrit, et puis le modifier pour voir ce que donne chaque élément, etc. Absolument. Et ça, c'est quand même bien cool. C'est clair que là, c'est top. En fait, elle utilise la fonctionnalité des collections dans CodePen, visiblement. Ouais, je savais pas que ça existait, mais c'est un truc, je pense, qu'on va utiliser assez souvent. Tu as les Popular Collection, t'as les sliders, c'est celui qu'on est en train de voir là, mais t'as CSS Shapes, par exemple, que je pense qu'on verra la semaine prochaine. Allez. Ouais, alors du coup, on les voit maintenant, c'est ça? Non, je cliquais sur par curiosité. Ok, donc du coup... Des bons exemples, et pour ceux qui veulent apprendre et voir comment c'est fait, c'est très simple avec CodePen. Yep. Allez, à mon tour d'enchaîner sur un petit projet que j'ai trouvé sympa qui s'appelle PHP MemAdmin, qui n'est ni plus ni moins qu'un PHP MyAdmin pour Memcache. Et oui, Redis a son outil d'administration, Memcache aussi, mais il est en ligne de commande, ce qui est quand même un petit peu contrariant. Du coup, voilà, ils nous ont fait un petit projet pour pouvoir justement avoir une petite interface d'administration pour se connecter, pour surveiller et manipuler son serveur Memcache. Moi, je trouvais le projet intéressant parce que c'est vrai qu'on en croise de plus en plus des serveurs Memcache dans les projets qu'on réalise. Et je trouvais ça bien cool de l'avoir dans ces bookmarks parce que c'est toujours utile de savoir ce qu'il y a dans le cache quand on veut débugger les problématiques de cache notamment. Donc voilà, si ça vous intéresse, si vous aviez toujours eu envie d'un PHP MyAdmin pour Memcache, eh bien ça existe. Vous avez les liens dans les notes de l'émission et pas grand chose d'autre à en dire. Moi je l'ai utilisé assez rapidement et ça marche pas mal. Donc voilà, si vous l'avez utilisé, faites-nous un petit retour d'expérience, ça nous intéressera. Toi, t'as déjà eu à manipuler du Memcache? Ouais, mais j'ai jamais eu besoin de savoir. Non, généralement, il gère tout seul. D'accord. Ouais, mais c'est vrai. Après, ça peut être bien pour avoir les stats de consommation, etc. C'est clair. Ouais, si tu travailles ton cache en TTL, donc en time to live, tu t'en fous. Mais si tu veux gérer toi-même l'invalidation du cache pour certaines situations, du coup, il y a besoin ça peut être utile de pouvoir contrôler ce qu'il y a dans le Memcache. Allez, on enchaîne avec Andy. Qui c'est Andy? Andy, c'est encore une collection. Donc c'est open source, chacun peut aller contribuer. Et c'est une collection de mixin de Sens. D'accord. CSS, donc c'est un compileur de CSS. Un préprocesseur CSS. Préprocesseur de CSS.
Et du coup, qui donne une fonctionnalité qui s'appelle les mixins, qui va permettre c'est une espèce de, on va appeler ça une fonction qu'on peut appeler sur dans un de ces sélecteurs CSS pour lui appliquer, je sais pas moi, un border radius, des choses comme ça. Ouais. Et là, on a une collection de mixins. Donc, on a typiquement. Pardon. Je suis parti sur la doc. Ouais. Non, mais là, typiquement, on a, tu vois, un mixin qui est pas mal, c'est un center block. Yes. Plutôt que de le répéter, tu fais un mixin et là, tu sais que ça a été validé par une communauté, les gens qui contribuent à cette collection. Ouais. On a pas mal d'éléments différents. Donc, si tu veux centrer horizontalement, tu fais un petit. Voilà, tu fais l'include de ton mixin. Ouais. Et du coup, en fait, ça t'inclut le code qui va bien pour centrer le bazar. C'est ça. C'est rigolo. Ouais, et du coup, c'est ultra pratique en fait. C'est le genre de choses que si dans un projet tu commences avec du SAS, et tu te mets les librairies qu'il faut et puis tu te rajoutes ce petit fichier SAS et du coup tu as automatiquement accès à toutes ces mixins là. D'accord. C'est des mixins qu'on utilise énormément. C'est tu vois, t'as le clear fix, t'as le center des blocs, t'as les shadows, les radius, les positions, les opacity, les media queries. Voilà, c'est des trucs qu'on utilise énormément. Ouais, c'est vraiment du classique. Quoi. Voilà. Et du coup, comme c'est open source, c'est que c'est une collection dont j'ai beaucoup entendu parler ces dernières semaines. Du coup, je pense qu'elle va s'étoffer énormément. Yes, puis en plus tout le monde peut contribuer puisque c'est disponible sur GitHub. Donc j'imagine qu'on peut venir proposer ses mixins et tu peux faire tes pull requests et aller contribuer là-dedans. Bien. Eh bien, c'est bien cool. Eh bien, écoute, je vais continuer avec une petite proposition, un petit article qui nous liste les meilleurs plugins jQuery selon eux, qui vont vous permettre de faire des graphiques dynamistes. Alors, il vous propose Chartist, il vous propose Dynatable, bon, il y en a plein, je vous laisserai les regarder. Mais si vous êtes en train de vous dire, oh merde, faut que je fasse un graphe un peu dynamique avec des choses un peu compliquées, tu vois, il y a même des choses un peu avec des graphiques de genre de plomberie, des choses un peu évoluées quand même. Si vous avez besoin de résoudre ce genre de problématique-là, eh bien, allez garder ce lien dans vos favoris. Vous pourrez retrouver un petit peu, retrouver les différentes plugins jQuery un peu principales et les plus plébiscités pour réaliser des graphiques un petit peu dynamiques. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Si vous avez cette problématique-là, allez jeter un coup d'œil, ça vous aura à choisir le bon outil pour le faire. Ça conclura la Toolbox et on enchaîne avec la zone 404. En avant dans la zone 404. Et dans la zone 404, Teddy nous parle d'une petite collection de démos concernant l'API Web Audio. Effectivement, vous la trouverez cette collection sur audiocrawl.co et c'est une liste de démos assez fournie où on peut voir comment est utilisée la Web Audio API. Donc c'est pas seulement des démos techniques, parfois c'est juste des mecs qui sont mariés à faire un truc, mais parfois ça va être utilisé sur un site de pub avec l'audio qui ne sert pas un vieux flash pourri. Pour ceux qui sont en vidéo, là vous allez voir Benjamin qui est en train de manipuler un synthétiseur. Yes. Donc assez complet parce que effectivement tu peux absolument tout paramétrer dans le son qui est généré et à la fin jouer ta musique. Donc, voilà. Si tu changes le delay par exemple, on voit tout de suite que ça va changer le son. Si tu fais rate. Ah oui, mais là à fond. Ça en peut pas les yeux. Ah non, tiens. Attends, sinon je change un autre truc. Sinon en fait il y a les presets qui sont tout en haut. Ouais, voilà. Ça va pas changer grand chose. Sinon tu changes le preset directement. Et sinon tu fais Wombly Bass, on était avant sur Sloppy Bass. Voilà, et tout ça, c'est fait en HTML5, il n'y a aucun flash là-dedans. Et si vous voulez les codes, vous cliquez sur GitHub et vous avez le détail de comment ça a été implémenté. Et ça, c'est quand même
bien impressionnant, moi, je trouve. Après, il y en avait... T'en avais un autre qui était sympa, regardez. Bah oui, le deuxième en haut, mais bon, sur ton ordi, il y a un peu. Ouais. Mais sinon, il y en avait un autre, je sais plus lequel c'était, qui était vachement bien. Lui, il a l'air moche. Bien moche. Voilà. Pour ceux qui iront un peu parcourir l'ensemble des démos qu'il y a, il y a des démos où c'est vraiment utilisé dans un cadre commercial. Il y avait une pub pour Nivea, je crois, où le son était vachement bien utilisé. Et il y avait absolument aucun flash dedans, donc ça marchait sur iPad, tout ça. Ah, d'accord, c'est un peu psychédélique, là, quand même. Voilà. C'est débile. C'est complètement débile. T'as fait essayer de Forget Me Not? Forget Me Not. C'est sur le style de le... Ça fait penser à... Ouais. Donc là, ça va être un clip, en fait. Un clip d'une chanson qui doit s'appeler Forget Me Not. Yes, c'est cool. Ça charge un peu, on a une connexion très rapide ici. Désolé. Ma machine est un peu lente, hein, aussi. Aussi, ouais. Voilà. Alors attention, play. Interactive vidéo. Non, j'ai fait play. C'est la même chose. Donc ça pour toi c'est pas un MP3 qui est en train d'être joué, toi. Si, ça si, ouais. Mais quand même. Mais ça utilise la audio API, quoi. Ouais, c'est un peu une utilisation basique, il passe juste un MP3, j'imagine, mais... Je ne sais pas quoi penser. Ouais, c'est un peu bisexuel comme vidéo. Ah ouais, c'est clair, ouais. C'est un peu curieux. Ouais, bon bah voilà, donc là, si vous avez besoin d'inspiration pour utiliser la Web API, vous avez un lien dans les notes de l'émission. Ça parfois il y a le petit app qui va avec, donc on peut aller voir comment ça marche. Notamment sur le synthétiseur, à mon avis, on peut bien voir comment fonctionne la Web Audio API et comment on manipule le son qui sort. Absolument. Voilà. Bah écoutez, on vous remercie de nous avoir suivis et on vous dit à dans 2 semaines. À très vite. Salut.